Christophe Gourdon, donc je suis professeur émérite à l'Institut national polytechnique de Toulouse, dans une école d'ingénieurs qui s'appelle l'ENSIA 7. C'est une école donc, qui forme des ingénieurs en chimie et en génie des procédés. Et le titre donc, de ma présentation aujourd'hui, c'est « De la paillasse à l'usine, le génie des procédés ». Alors, j'imagine que, évidemment, un certain nombre d'entre vous n'est pas très familier avec ce vocable, le génie des procédés. Alors, ce que je vous propose, quand on ne sait pas trop ce que cache ce vocable, eh bien, le mieux, c'est d'aller peut-être consulter un dictionnaire. Et on va le faire pas à pas. Alors, déjà, le mot génie. Alors, le mot génie, si on fait confiance au petit Robert, eh bien, c'est une activité technique inventive. Et si on regarde maintenant le petit Larousse, eh bien, le génie, c'est l'ensemble des connaissances et des techniques concernant la conception, la mise en œuvre et les applications de procédés, de dispositifs, de machines propres à un domaine déterminé. Alors, j'ai fait exprès de mettre en caractère gras, en fait, tous les termes qu'on va retrouver finalement tout le long de mon exposé. Alors, peut-être beaucoup d'entre vous, en tout cas le grand public, connaît plus facilement génie civil. Quand on dit génie civil, c'est effectivement l'ensemble des techniques qui concernent toutes les constructions civiles, comme les bâtiments, les ponts, les chaussées, etc. Alors maintenant, si on qualifie le mot génie de chimique, toujours en regardant dans le petit Larousse, on s'aperçoit que c'est donc l'ensemble des connaissances qui sont nécessaires à la mise en œuvre d'une usine chimique et à l'optimisation de production. Donc en fait, on voit bien que c'est le cœur, c'est la transformation chimique avec réaction chimique. Et maintenant, si on fait référence au vocable génie des procédés qui avait été introduit par le professeur Jacques Villermot en 1987 à Nancy, en fait, on s'aperçoit que le génie des procédés, ce sont donc les méthodes et les concepts du génie chimique, mais cette fois, pas simplement appliqués à la transformation chimique, c'est-à-dire que c'est appliqué aussi à ce qu'on appelle les industries de transformation de la matière. Donc, ça inclut, bien entendu, le génie chimique, la réaction chimique, mais ça comprend également la pharmacie, l'agroalimentaire, la métallurgie, la cosmétique, le traitement des eaux et effluents gazeux. Donc, on comprend bien que le génie des procédés a vocation à élargir un peu le champ d'application, finalement, du génie chimique. Alors, ce transparent-là est peut-être un petit peu compliqué, mais on va le détailler un petit peu. Ici apparaissent finalement les différentes échelles des processus de transformation de la matière. Alors, si vous voulez, on va aller de la gauche en bas jusqu'en haut à droite. Alors, je pense que vous savez tous qu'effectivement, la matière est constituée de particules élémentaires. Excusez-moi. Allô? Oui, vous n'avez pas le partage d'écran pour le PowerPoint? Ah bon? Non. Là, on ne le voit pas, en tout cas. Vous voyez pas mon écran, là? Non, on vous voit que vous. Mais jusqu'à présent, vous avez vu mes premières slides, là? Non. Là, pour l'instant, on ne les a pas vus. Ah bon. Alors, attendez, on recommence. Ah. Alors là, c'est fâcheux, effectivement. Oui. Attendez, on va reprendre alors. Et pourtant, je vois, normalement, il y a le bac de partage. Vous voulez que je recommence? Alors, on ouvre le bac de partage. Est-ce que vous voyez là maintenant? Oui, là maintenant, vous n'avez plus qu'à lancer le diaporama. Voilà. Et là, ça va mieux là? Alors, désolé, alors je pense que je ne reprends pas. C'était des définitions au début, je pense que là, c'est à peu près clair. Est-ce que tout le monde voit bien ce transparent? Oui, là, on voit très bien. Ah ben très bien, merci. Alors, donc, je reprends. En fait, ici, on décrivait sur ce transparent, finalement, les différentes échelles des processus de transformation de la matière. Et on va aller donc du bas à gauche en haut à droite. Donc, la matière, bien entendu, elle est composée effectivement d'atomes, de molécules, voire donc après d'agrégats de molécules qui conduisent à des particules, comme par exemple des cristaux. Et à l'échelle microscopique, on peut également avoir apparaître des bulles, des gouttes.
Et puis, à une échelle plus grande, qui est une échelle dite mésoscopique, eh bien, en fait, toute cette matière peut être manipulée dans des appareils, dans des réacteurs, dans différentes tubes, etc. C'est ce qu'on appelle, en fait, l'échelle mésoscopique ou les opérations unitaires. Et puis, l'assemblage de toutes ces opérations peut conduire, effectivement, à un ensemble de procédés rassemblés dans un atelier, dans une usine. Et tout cela constitue effectivement l'entreprise qui est implantée sur un territoire donné, avec des fournisseurs, etc. Donc là, on est à l'échelle de l'entreprise, hein, on est à une échelle très macroscopique. Alors, si on revient un petit peu pour donner des ordres de grandeur, quand on est proche de la matière, donc aux échelles nano ou micro, on va dire que c'est l'échelle du laboratoire, donc on manipule quelques milligrammes, quelques grammes de matière. Quand on est à l'échelle mésoscopique, eh bien, on est plutôt à l'échelle pilote, c'est-à-dire c'est plutôt quelques litres hein, en volume, on manipule quelques grammes, quelques kilos de matière. Et quand on est à l'échelle macroscopique, eh bien, c'est-à-dire à l'échelle de l'atelier, de l'usine, là, on parle effectivement de mètres cubes et voire donc de tonnes ou de plusieurs milliers de tonnes de matière qui correspond à l'échelle industrielle. Alors maintenant, si on positionne les disciplines dans ces échelles de transformation de la matière, eh bien, la chimie, elle, fait partie, finalement, couvre, j'allais dire, les échelles nano aux échelles micro. Le génie industriel, lui, à l'inverse, part, j'allais dire, du territoire, de l'entreprise, pour aller jusqu'à l'usine ou l'atelier. Et le génie chimique, les génies des procédés, eh bien, occupent finalement les échelles intermédiaires, allant donc des échelles micro aux échelles macro, en passant par l'échelle mésoscopique. Donc, pour résumer, le génie des procédés, finalement, en quelques mots, c'est donc la science, c'est une science des processus chimiques, physiques, biologiques, énergétiques, ainsi que les couplages, qui permettent de transformer la matière en produits fonctionnels à l'échelle industrielle. Alors, pour qu'on comprenne un peu ce qui se cache derrière tout ça, ici, je vous ai mis un nuage de points en mode actif qui couvre à peu près, j'allais dire, l'ensemble des secteurs dans lesquels le génie des procédés a son mot à dire et intervient. Et pour que ça soit vraiment concret, on va ici distribuer autour de ce nuage de points un ensemble d'objets fabriqués grâce au génie des procédés. Alors, si vous me permettez, on va aller par exemple du haut à droite et on va parcourir tout le long. Donc, je pense que tout le monde reconnaît ici une carafe d'eau, hein, d'eau potable, hein, puisqu'on verse l'eau dans un verre. Eh bien, effectivement, dans la potabilisation de l'eau, fabriquer de l'eau potable, eh bien, il y a du génie des procédés qui est derrière. De même, lorsque l'on veut fabriquer, par exemple, des peintures ou en agroalimentaire, eh bien, ne serait-ce que des chips ou des céréales. Il en va de même aussi quand on aborde les produits cosmétiques, hein, quand vous fabriquez un parfum ou un dentifrice. Et ensuite, évidemment, quand vous rentrez dans une voiture, eh bien, il y a du génie chimique partout, du génie des procédés partout, ne serait-ce qu'effectivement dans certains composants de la voiture, voire même, bien entendu, par exemple, quand si on se restreint tout simplement au carburant déjà, hein, à l'essence ou au gazole, etc. Et c'est vrai aussi, bien sûr, pour les avions. À gauche, vous avez ici une image d'éolienne qui vous montre aussi que derrière la fabrication d'une éolienne, il y a du génie des procédés, de même pour des médicaments, hein, dans le secteur pharmaceutique, ou en métallurgie pour différents alliages, etc. En haut là, du nuage de points, on reconnaît ici le sigle finalement qui dit que, bien entendu, le génie des procédés se préoccupe beaucoup aussi de recyclage, de réutilisation, d'économie circulaire au sens large. Alors, le génie des procédés, en fait, c'est donc un travail d'architecte, mais qui s'appuie sur un certain nombre de fondamentaux. Alors, si vous me permettez, je vais démarrer avec quelque chose de très trivial. Vous reconnaissez tous ici une tasse de café avec le sucre qui est rajouté dans le café. Et évidemment, le buveur de café, il est tout à fait légitime qu'il se pose une question du type, par exemple, au bout de combien de temps mon sucre sera-t-il entièrement dissous? Alors, on va décrire ce phénomène. En fait, il y a trois points qu'on va examiner ensemble. Le premier constat, déjà, c'est que le sucre, dans son état initial, évidemment, il était l'état solide. Et l'état final, il aura disparu, hein, il sera solubilisé, il sera passé à l'état liquide. Alors ensuite, la question c'est à quelle vitesse cette transformation va se faire, hein, quand on va passer du solide au liquide.
Et une dernière question, ben, finalement, est-ce qu'il n'y aurait pas intérêt à, j'allais dire, à prendre sa petite cuillère et à touiller son café de façon, effectivement, on imagine intuitivement que ça va accélérer finalement ces phénomènes de dissolution. Eh bien, derrière ces trois faits se cachent en fait finalement des fondamentaux. En effet, la première ligne correspond finalement à un changement d'état, et ça c'est de la thermodynamique qui va dépendre d'un certain nombre de conditions du type pression-température par exemple. Et puis la vitesse de transformation, eh bien, en fait c'est tout simplement une vitesse de transfert de matière. Et enfin, quand on mélange, quand on remue le café avec une cuillère, eh bien c'est évidemment pour homogénéiser la matière et la température dans la tasse. Donc en fait, on fait du transfert de quantité de mouvement et du transfert de chaleur. Donc clairement, la question qui était triviale au départ, eh bien en fait, c'est une question finalement de cinétique qui repose sur deux piliers fondamentaux du génie des procédés, que sont la thermodynamique, donc en général thermodynamique des équilibres, et les phénomènes de transfert, c'est-à-dire en fait derrière se cache de la thermodynamique hors équilibre. Alors je pense que là, dans cet exemple simple, il ne vous a pas échappé que là, il n'y avait pas de chimie finalement, il n'y avait pas de réaction chimique, il n'y avait pas de transformation au sens réaction chimique. Donc si vous voulez, on va prendre un autre exemple dans lequel on va rajouter de la chimie. Et là, c'est un exemple que je pense beaucoup d'entre vous connaissent parce qu'en fait, ça conduit à un produit qui est vraiment un produit très très connu sur le marché, c'est tout simplement la fabrication de l'aspirine. Alors là, vous avez ici devant vous la réaction, donc à gauche évidemment les réactifs, avec en particulier l'acide salicylique. Alors l'acide salicylique, en fait, il faut que vous sachiez que le mot vient tout simplement du fait que l'acide salicylique, on le trouve à l'état naturel, en particulier dans l'écorce d'un arbre qui s'appelle le saule, d'où le nom, effectivement, acide salicylique. La réaction qu'il y a devant vous, en fait, c'est une réaction d'acétylation qui conduit donc à l'acide acétylsalicylique, qui n'est pas autre chose que l'aspirine. Alors l'aspirine, en fait, ça vient du nom de la marque déposée par l'entreprise Bayer en 1899 et qui a contribué évidemment à la renommée de cette entreprise allemande qui est évidemment désormais bien connue maintenant. Et puis, vous remarquerez également qu'on fabrique bien sûr avec cette réaction l'aspirine, mais on fabrique aussi un coproduit ou un sous-produit qui est l'acide acétique. Alors l'acide acétique, je pense que aussi beaucoup d'entre vous le connaissent, parce qu'en fait, évidemment, c'est le composant majoritaire du vinaigre. Alors, le travail d'architecte du génie des procédés, en fait, se traduit par les blocs que vous avez devant vous, ici. Alors, je pense qu'à gauche, vous reconnaissez effectivement l'alimentation en matière première, avec éventuellement donc une étape de séparation. Ici, exactement dans cet exemple, si vous preniez par exemple l'écorce de saule, bien, il faut extraire évidemment l'acide salicylique de cette écorce, donc c'est une étape de séparation. Et puis ensuite, au cœur, eh bien, vous avez la transformation chimique, c'est-à-dire la réaction. Et enfin, vous avez également, évidemment, une séparation en sortie, parce que vous l'avez bien compris, on fabrique le produit cible qui est l'aspirine, mais on a fabriqué également un coproduit qui était l'acide acétique. Et le tout est environné par des questions d'énergétique, parce que naturellement, pour que la réaction se passe bien, il faut spécifier un certain nombre de conditions, en particulier, par exemple, pression-température. Donc le travail d'architecte du génie des procédés, c'est de concevoir tout cela, de concevoir tout cet enchaînement d'actions et ensuite, bien entendu, de les faire fonctionner. Ce travail d'architecte de génie des procédés, il ne peut pas se faire sans le chimiste, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une collaboration très forte avec le chimiste. Alors j'ai pris un autre exemple ici, qui est en fait la synthèse d'un autre principe actif qui n'est pas l'aspirine cette fois-ci, mais qui est l'ibuprofène, qui est aussi, je pense, bien connu du grand public. Et vous avez ici à gauche un procédé qui est dit le procédé Boots, qui était né dans les années 60. Alors, bien entendu, mon propos n'est pas de le détailler ici, mais simplement de vous dire que c'est un procédé qui paraît évidemment un petit peu plus compliqué que l'exemple précédent, où on voit apparaître cette fois-ci ici 12 constituants, 5 intermédiaires, et puis quelque chose aussi qui n'est pas trivial, qui est assez courant finalement en chimie pharmaceutique, c'est que lorsque vous voulez fabriquer une tonne d'ibuprofène, eh bien, vous allez fabriquer effectivement un certain nombre aussi de sous-produits,
dans des proportions égales, voire même supérieures, parce que par exemple ici, une tonne d'ibuprofène, eh bien, vous fabriquez en même temps 1,5 tonnes de sous-produits. Donc là, c'est là tout l'art du génie des procédés, c'est d'essayer de voir comment on peut effectivement un petit peu améliorer les choses. Et en particulier ici, je donne un exemple d'un procédé qui dit BHC, qui est né en 1990, qui est apparu en 1990, et qui a choisi une autre voie, qui a permis finalement de simplifier considérablement les choses, car cette fois-ci, on voit apparaître 7 constituants, 2 intermédiaires et un seul sous-produit, qui est d'ailleurs un coproduit tout à fait valorisable. Et surtout, il n'y a pas de traitement de déchets cette fois-ci. Donc, on voit tout l'art finalement du génie des procédés en lien effectivement avec le chimiste pour essayer de développer des procédés qui offrent effectivement des garanties de qualité, de sécurité et également d'impact environnemental réduit. Alors, donc on a bien compris, le métier c'est de génie des procédés, c'est de concevoir et donc c'est de faire des choix d'opérations et de technologies associées. Alors si je reprends par exemple la réaction, qui est le cœur du métier, hein, donc la transformation chimique, alors j'ai pris ici une image qui est bien connue d'entre vous, hein, je pense que tout le monde reconnaît notre bon vieux druide Panoramix. On est 50 ans avant Jésus-Christ, là, hein, on est dans le village gaulois, et Panoramix, ici, est en train de fabriquer la fameuse potion magique, hein, donc en mélangeant un certain nombre d'ingrédients dans un chaudron qu'il chauffe hein, sur un feu de bois, et puis il touille allègrement tous ces ingrédients à l'aide, hein, il mélange tous ces ingrédients avec une cuillère en bois. Eh bien, ce qui était fait 50 ans avant Jésus-Christ, on retrouve tout à fait l'équivalent actuellement dans nos ateliers, hein, en 2020. Le chaudron, tout simplement, a été remplacé par un réacteur. Hein. Alors, par exemple, ici, un réacteur inox. Le chauffage, en général, est fait avec une double enveloppe dans laquelle on fait circuler un fluide caloporteur. Et puis, bien entendu, la cuillère en bois a été remplacée, en général, par une agitation mécanique, hein, qu'on reconnaît un petit peu ici, avec un moteur qui entraîne, par exemple, un agitateur, une pale d'agitation. Mais dans l'esprit, le principe reste toujours le même, hein, c'est ce qu'on appelle donc des réacteurs batch ou encore des réacteurs discontinus. Alors toujours dans la notion de réaction, de transformation de la matière par réaction chimique, j'ai emprunté aussi une autre image, alors là qui nous vient d'un mémoire qui est paru, vous voyez, hein, au XVIe siècle. Alors, cette image, si on la regarde un petit peu plus près, alors je pense que ça correspondait sans doute à une industrie minière, hein, donc ce qu'on pourrait appeler de l'hydrométallurgie hein, actuellement. Cette image, alors on reconnaît quand même un certain nombre de choses, en particulier le chaudron de Panoramix, là cette fois-ci a été remplacé par des cuves, sans doute en bois, et une succession de cuves d'ailleurs, hein, avec une circulation de la matière qui rentre à gauche ici et qui sort à droite. Et l'agitation de la cuillère en bois a été remplacée là aussi par une agitation mécanique. On reconnaît ici un axe sur lequel sont montés des agitateurs. Et cet axe ici est en fait finalement mis en rotation grâce à un système tout à fait astucieux d'une roue à aube, ça devait être un genre moulin à eau. Eh bien, la transposition de ce geste ici du XVIe siècle, en fait, on le retrouve tout à fait actuellement, et c'est ce qu'on appelle les réacteurs continus. Donc ici, par exemple, vous avez une cuve avec un agitateur, et on appelle ça un réacteur agité continu, parce que tout simplement, vous avez une entrée de matière et une sortie, et naturellement, la transformation se fait dans cette cuve. Et si vous multipliez le nombre de cuves en série, ben, vous aboutissez à ce qu'on appelle en génie des procédés, le réacteur piston, c'est-à-dire fait finalement comme une colonne, hein, ici, et comme un tube, avec une entrée de matière à une extrémité et une sortie à l'autre extrémité. Eh bien, le travail du génie des procédés, c'est de concevoir cette opération et de choisir la technologie. On va aborder maintenant les questions de séparation. Alors là, naturellement, bon, il ne s'agit pas de faire un cours de génie des procédés aujourd'hui, mais je voudrais juste citer dans la batterie des techniques séparatives dont dispose le génie des procédés, il y a une opération qui est bien connue du grand public, c'est ce qu'on a la distillation. Alors la distillation, c'est tout simple, l'idée, c'est que quand vous avez un mélange avec un certain nombre de constituants, eh bien ces constituants
peuvent avoir la vertu d'avoir des volatilités différentes, qui fait que lorsque vous chauffez ce mélange, eh bien, les produits les plus volatiles, donc les plus légers, eh bien, vont s'évaporer d'abord, et puis ensuite, bien entendu, les produits moins volatiles, plus lourds, eh bien, évidemment, seront vaporisés plus tard. Alors, tout ça, en général, ça se réalise dans un appareil qu'on appelle une colonne à distiller, qui permet de récupérer en tête de la colonne les produits dits légers, plus volatiles, et en pied de colonne, les produits plus lourds. Alors, dans ces colonnes, en fait, il y a un contact intime entre une vapeur et un liquide, et pour améliorer justement les transferts de matière entre cette vapeur et ce liquide, eh bien, on garnit les colonnes avec un certain nombre d'obstacles, d'internes, qu'on appelle des garnissages. Alors, par exemple, ça peut être des garnissages vrac, ça peut être des garnissages plus sophistiqués, qu'on appelle des garnissages structurés. Ça peut même aller jusqu'à maintenant, on voit apparaître des garnissages avec des dessins très, très, très particuliers qui nécessitent par exemple l'emploi de... Alors je pense que vous commencez à être familier avec ça, on entend parler de ça de plus en plus, ce qu'on appelle la fabrication additive ou encore les impressions 3D qui permettent d'avoir des géométries tout à fait sophistiquées. Voilà, concevoir, c'est aussi dimensionner. Alors dimensionner, eh bien là j'ai pris l'exemple du cuisinier hein, qui fait la cuisine pour 2, 6, voire 50 personnes et on voit naturellement ici grossir la casserole. Ben, il en est de même en génie des procédés, c'est-à-dire que évidemment quand on passe de l'échelle laboratoire à quelques millilitres, à l'échelle pilote quelques litres, jusqu'à l'échelle industrielle quelques mètres cubes, eh bien, tout simplement, ça consiste à faire grossir, hein, j'allais dire la gamelle, mais enfin le réacteur. Voilà. Et donc, tout l'art du génie des procédés, c'est de choisir la bonne dimension, bien sûr. Concevoir, donc, c'est aussi chercher à améliorer la qualité des produits, à intensifier la production. En général, on est toujours à la recherche de gains de productivité ou de gains en économie d'énergie. On cherche également à optimiser le fonctionnement. Alors ça, d'ailleurs, l'optimisation, bien souvent, ça passe par des outils de modélisation et donc après, donc, il y a des mathématiques, hein, il y a des mathématiques appliquées et de la simulation numérique. Et puis également, on s'intéresse à contrôler le procédé, évidemment, pour garantir la qualité et la sécurité de fonctionnement. Donc en clair, le génie des procédés, c'est vraiment une science en mouvement. Mais avec des métiers qui sont en évolution, notamment face aux enjeux de la transition énergétique et environnementale. Et là, pour la jeune génération qui arrive, il y a des enjeux absolument phénoménaux liés justement à cette transition. Alors, pour justement un peu rentrer dans le concret, je vais m'attacher maintenant à vous donner quelques exemples j'allais dire, de réussite de génie des procédés en matière de transition. Alors, je vais adopter toujours le même schéma, c'est-à-dire que je vous dirai effectivement quelle est l'industrie, et d'ailleurs quelle est l'industriel, l'entreprise qui est en jeu. Je vous décrirai les faits et après je vous dirai quels sont les bienfaits, les bénéfices j'allais dire, de la mise en œuvre du génie des procédés sur ces sujets-là. Alors, tous ces exemples, en fait, sont tirés d'un certain nombre de travaux qui ont été produits par la SFGP. Alors, SFGP, ça veut dire Société française de génie des procédés, qui a édité un certain nombre, enfin d'ailleurs 2 livres blancs, un livre blanc lié à ses assises en 2017 et un livre blanc en 2019, Usine du futur. Donc, je vous ai mis à chaque fois les sites que vous pouvez consulter de façon effectivement à avoir accès à l'ensemble des exemples que je vais essayer de passer en revue maintenant rapidement. Alors, le premier exemple dont je veux vous parler, c'est un exemple de fait marquant dans une industrie de spécialité. L'entreprise, c'est une entreprise C15, qui est une entreprise de taille intermédiaire. Et là, cette entreprise s'intéressait à produire de l'acétate d'isopropyl, une production de 5000 tonnes par an. Et le procédé qui a été mis en œuvre est un procédé tout à fait innovant. On dit que c'est un procédé intensifié qu'on appelle la distillation réactive, qui donc, comme le nom l'indique, combine à la fois séparation et réaction, distillation et réaction, la réaction étant ici au service donc de la séparation, de la distillation, donc les ingrédients étant isopropanol et acide acétique, le tout étant une réaction catalytique sur une résine acide. Eh bien, les bienfaits de
j'allais dire, du génie des procédés dans cette matière, c'est que ça a conduit finalement à un procédé où, avec une quasi-absence de rejet aqueux et gazeux, des économies d'énergie et surtout une pureté exceptionnelle finalement de l'acétate produit, et qui a conduit finalement à des applications. L'acétate d'isopropyl est un très bon solvant, avec des applications en pharmacie et en cosmétique. Maintenant, deuxième fait marquant, c'est un fait dans le domaine de l'énergie avec l'entreprise Air Liquide. Alors là, il s'agissait de faire une production délocalisée d'hydrogène. Je pense que vous savez tous que l'hydrogène est un vecteur énergétique de grande importance actuellement, ne serait-ce par exemple que pour son utilisation dans les piles à combustible. Et là, l'idée, c'était de la production liée à du réformage de méthane, dans un réacteur porté à 900 degrés et sous 10 bars de pression, et qui avait été réalisé là aussi par fabrication additive. Donc ce procédé a conduit finalement à une intensification des transferts thermiques et de matière, d'où une amélioration d'ailleurs de l'efficacité énergétique, une amélioration de 20%, et une réduction des émissions de CO2, de gaz carbonique. Vous savez que le CO2, en fait, c'est un marqueur très fort parce qu'en fait, c'est un gaz à effet de serre qui est responsable effectivement du réchauffement climatique, du changement climatique auquel on assiste actuellement. Un autre fait marquant, alors cette fois-ci en énergie et environnement, avec l'entreprise Metellec. Là, il s'agissait de mettre en place en fait une méthanisation à la ferme d'une puissance de 1000 kW, avec l'idée de valoriser la biomasse produite à la ferme, en particulier pour traiter donc des sous-produits de l'exploitation, mais aussi des coproduits, des déchets agro-industriels locaux. Alors là, en fait, les bienfaits du génie des procédés, c'est que ça a finalement fabriqué des digestats liquides et solides qui ont pu être exploités pour amender les champs, comme source d'amendement des champs. Le biogaz qui a été produit a permis d'alimenter une turbine et un réseau de chaleur, et donc ça a conduit effectivement à une intégration énergétique très poussée qui a permis de réduire là aussi l'empreinte CO2. Un exemple de fait marquant, alors là, dans le domaine de l'environnement, avec l'entreprise Polymem, on retrouve ce que j'avais cité tout à l'heure, c'est-à-dire la potabilisation des eaux. Et cette fabrication d'eau potable, là, est faite par ultrafiltration sur fibres creuses, ces fibres creuses étant en acétate de cellulose. Alors, ce sont donc des fibres hydrophiles, c'est-à-dire qui sont mouillées préférentiellement par l'eau. Et là, les bienfaits, en fait, c'est que ça a conduit à une perméabilité et une sélectivité élevée, avec une mise en œuvre relativement aisée, et surtout, finalement, une absorption des protéines faible. Donc, ça a permis de réduire le colmatage. Alors, je pense que vous savez tous que lorsqu'on filtre avec une membrane, eh bien souvent, le gros problème, c'est le colmatage des membranes qui réduit naturellement la productivité et la qualité de l'opération. Là, maintenant, un exemple de fait marquant en économie circulaire. Je vous avais alerté sur l'importance de l'économie circulaire maintenant en génie des procédés. Là, cette fois-ci, c'est avec l'entreprise Solvay. Et l'objectif, en fait, c'était de recycler des airbags. Alors, les airbags qu'on trouve dans nos voitures, ce sont donc des déchets textiles qui sont complexes parce que ce sont des plastiques finalement de haute qualité avec pas mal de formulations. Et le procédé ici continue, c'est un procédé continu qui combine micronisation, activation chimique et séparation par densité. Et là, le bienfait, en fait, c'est que ça a permis de réduire de 25% l'empreinte carbone, une économie de ressources non renouvelables de 50% et une consommation d'eau réduite de 70%. Donc tout ça tout à fait va dans le sens, effectivement, de procédés plus verts et plus propres. Un dernier exemple, cette fois-ci, alors là, finalement, dans le domaine de la pharmacie. Alors là, c'est avec la société Pierre Fabre, bien connue dans le sud-ouest de la France. L'objectif ici, c'était de produire un principe actif anticancéreux en continu, à une échelle pilote, de 10 kg par heure. Et le procédé a consisté à mettre en place un réacteur tout à fait innovant en carbure de silicium. Ça, c'était issu de la collaboration, finalement, d'un laboratoire académique, c'est-à-dire le laboratoire de génie chimique de Toulouse, et d'une entreprise locale, près de Tarbes, à Boustec, qui est spécialisée dans la fabrication d'objets en carbure de silicium. Et l'idée était également de combiner aussi avec
une séparation en continu, c'est-à-dire cristallisation et lavage en continu. Eh bien, les bienfaits obtenus ont été des améliorations à la fois de rendement et de qualité de produit, avec un suivi en ligne également, une sécurité accrue liée tout simplement aussi à la compacité des équipements, donc qui mobilisaient moins de solvants, et donc un impact environnemental qui était réduit. Voilà, tout ça pour vous dire que donc le génie des procédés est au cœur d'une préoccupation tout à fait importante, qui est bien donc celle de tendre vers une industrie plus propre, une société zéro déchet et une économie circulaire durable, donc qui sont des enjeux tout à fait cruciaux actuellement. Alors, je voudrais finalement terminer toute ma présentation avec un petit mot quand même sur quelles sont les formations en génie des procédés. Avant de démarrer, je fais figurer ce transparent. Alors, je pense que vous avez eu une présentation ce matin tout à fait remarquable aussi de Média Chimie qui vous a présenté en gros quels étaient les différents cursus. Donc je vais passer très très vite, hein, mais c'est un petit rappel pour ceux qui n'auraient pas pu assister à la présentation de ce matin de Média Chimie. Alors vous savez que l'enseignement supérieur en France est structuré selon deux grandes filières, hein. Alors à droite vous avez la filière universitaire, où on reconnaît les parcours post-bac, c'est-à-dire licence niveau bac plus 3 et master niveau bac plus 5. Et puis à gauche, ici, vous avez ce qu'on appelle la filière école d'ingénieurs. Alors les écoles d'ingénieurs, vous savez qu'après, alors là aussi c'était un niveau évidemment bac plus 5, mais post-bac, en fait, pour entrer dans une école d'ingénieurs, vous avez plusieurs possibilités d'accès à une école d'ingénieurs. Alors vous avez naturellement les écoles d'ingénieurs en 5 ans, éventuellement avec d'ailleurs des cycles préparatoires intégrés. Alors je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà entendu parler des INSA, hein, par exemple, qui est l'exemple des formations en 5 ans, hein, les Instituts nationaux des sciences appliquées. Autrement, pour entrer dans les écoles, les cycles à 3 ans, vous avez les classes préparatoires aux grandes écoles. Hein, je pense que tout le monde connaît Mathsup, Mathsp. Vous avez également les cycles préparatoires communs, par exemple, pour ne citer que cet exemple des INP en France, eh bien, vous savez que les INP ont une classe prépa qui s'appelle la prépa des INP. Alors vous avez également la voie de Bac plus 2 qui vous permet de rejoindre aussi les écoles d'ingénieurs. Alors soit la voie universitaire via les IUT, hein, vers les diplômes universitaires de technologie, soit la voie dans les lycées par les BTS, c'est-à-dire les brevets de techniciens supérieurs. Les différentes flèches ici en noir, tout simplement c'est pour, j'ai envie de dire, rassurer les lycéens, c'est que en fait, les silos, là, tels qu'on les voit, ne sont pas étanches entre eux. Il y a toujours des possibilités de passerelles, et notamment qui permettent effectivement, si on a choisi la voie universitaire, eh bien, de rejoindre les écoles d'ingénieurs, alors soit par concours, soit éventuellement par dossier et entretien. C'est ce qu'on appelle les admissions sur titre. D'ailleurs, un petit mot aussi, parce que j'en ai entendu parler ce matin et c'est important de le signaler, c'est quelle que soit la filière que vous choisissiez, qu'elle soit universitaire ou école d'ingénieur, eh bien, les formations se sont dotées aussi de voies d'accès au métier par l'apprentissage. Alors ça, c'est très important, hein. Dans nos domaines, j'ai entendu ce matin le chiffre donc assez impressionnant de 6 000 étudiants, hein, dans nos domaines chimie, génie des procédés, 6 000 étudiants en apprentissage actuellement. C'est une voie tout à fait intéressante. Voilà, alors maintenant si on revient au génie des procédés, eh bien les formations par exemple qui sont dispensées dans les établissements d'enseignement secondaire, alors un petit mot quand même, dans les lycées, vous avez deux mentions de bac professionnel, hein, une qui concerne les bio-industries de transformation et une qui concerne les procédés de la chimie, de l'eau et des papiers cartons. Donc ça, ce sont les bacs pro. Alors ensuite, au niveau bac plus 2, vous avez les fameux BTS, hein, les brevets de techniciens supérieurs, avec 4 filières, pilotage de procédés, contrôle industriel et régulation automatique, métier de la chimie et métier de l'eau. Si maintenant vous regardez les formations dispensées à l'université, alors naturellement on retrouve les IUT avec, qui conduit à une formation bac plus 2 avec le diplôme universitaire de technologie. En général d'ailleurs les IUT offrent maintenant une prolongation à bac plus 3 avec ce qu'on appelle les licences professionnelles. Sachez qu'il y a 4 mentions de licences professionnelles.
génie des procédés pour l'environnement, génie des procédés et bioprocédés industriels, conception et contrôle des procédés et chimie industrielle. Alors j'ai rajouté ici, j'ai fait figurer aussi là les formations qu'on appelle IPCS, c'est-à-dire les industries pharmaceutiques, cosmétologiques et de santé, parce que dedans, en fait, il y a des parcours en fait proches de modules de génie des procédés. Vous avez aussi, bien sûr, naturellement, à Bac+3, le parcours classique en milieu universitaire. Hein, vous avez des niveaux L3 avec des parcours génie des procédés. Et naturellement, vous pouvez poursuivre au niveau Bac+5 en master. Il existe une mention qui s'appelle génie des procédés et bioprocédés. Quand vous êtes titulaire d'un master, si vous le désirez, vous pouvez continuer aussi jusqu'à Bac+8 avec un doctorat, hein, c'est-à-dire un diplôme de docteur, donc un diplôme universitaire. Les doctorats sont naturellement des travaux de recherche hein, qui sont faits dans des laboratoires universitaires. Alors les formations maintenant en génie des procédés qui délivrent le diplôme d'ingénieur, donc c'est un diplôme à Bac+5, eh bien sachez que vous avez en France, vous voyez, avec une belle répartition sur tout le territoire, 11 formations en génie des procédés, et on peut rajouter également 45 formations qui incluent du génie des procédés dans leur cursus. Alors les écoles en chimie et en génie des procédés, en fait, eh bien, sont rassemblées dans une fédération qui s'appelle la Fédération Gay-Lussac, hein, qui comprend donc 20 écoles de chimie et de génie des procédés dans lesquelles on retrouve ces cursus. Quand vous sortez d'une école d'ingénieur, vous pouvez poursuivre aussi également en doctorat et être titulaire effectivement d'un titre de docteur à Bac+8. Donc, en conclusion, je dirais que le génie des procédés en termes de formation, vous voyez que vous avez un bel essaimage sur tout le territoire national. On a assisté d'ailleurs à une augmentation finalement régulière du nombre de diplômés dans la discipline. Une augmentation du nombre de formations qui inclut aussi du génie des procédés dans leur formation, et avec une bonne diversification des domaines d'application, notamment centrée sur tout ce qui touche autour du développement durable, sécurité et qualité comme thème essentiel. Pour terminer, pour conclure, donc le génie des procédés, c'est vraiment la science du changement d'échelle. Hein, on l'a compris, hein, on passe de la paillasse à l'usine. C'est une science des objets technologiques concrets et donc complexes. C'est aussi une discipline intégrative. Je crois que là, on a bien compris que ça comprenait l'ensemble des phénomènes et des processus multi-échelles et multiphysiques, incluant les couplages. On a le sentiment que c'est une discipline incontournable pour concevoir ce qu'on appelle l'usine du futur. Alors, je n'ai pas eu le temps de le développer, mais sachez qu'on parle de plus en plus finalement d'introduction, on dit digitalisation, hein, le mot code, le mot phare, c'est digitalisation, donc avec introduction effectivement de pas mal de choses autour de acquisition de données, contrôle, procédés, mais aussi intelligence artificielle, etc. Et robotisation évidemment. Le génie des procédés, c'est un moteur d'innovation pour des industries nouvelles, mais aussi traditionnelles, on peut le dire. Et on a le sentiment que c'est actuellement un acteur majeur du renouveau industriel. Hein. On parle de plus en plus de réindustrialisation, de relocalisation en faisant la part belle au génie des procédés. Alors pour terminer, maintenant, je dirais voilà, à nos étudiants, à nos lycéens qui nous écoutent, ben, si vous aimez la chimie, est-ce que vous aimez la chimie? Est-ce que vous aimez la physique? Est-ce que vous aimez les maths? Alors évidemment, si vous répondez 3 fois, ben là, tout va bien. Si vous dites 3 fois oui. Mais j'ai envie de dire, même si vous ne dites que 2 fois oui, voire même 1 fois oui, eh bien, très sincèrement, le génie des procédés le génie des procédés vous attend. Je pense que vous pouvez trouver vraiment tout à fait chaussure à votre pied dans cette discipline. Voilà. Donc, j'en ai terminé là-dessus sur le génie des procédés. Je vous remercie pour votre écoute. Si vous avez des questions, eh bien, je ne sais pas si on a un peu de temps pour le faire en direct. Sinon, bien entendu, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je vous ai remis ici sur ce transparent des différents sites qui me paraissent utiles. Et puis, je vous invite, bien entendu, à aller sur le stand de l'NCA7, hein, rejoindre Virginie qui est sur le stand de l'NCA7. Voilà, je vous remercie tous. Merci beaucoup.